Imagine un tout petit interrupteur, si petit que tu ne peux pas le voir, si petit que des milliards d'entre eux tiennent sur une surface plus petite que ton ongle. Cet interrupteur ne fait rien de dramatique. Il ne fait que deux choses. Il laisse passer le courant, ou pas, 1 ou 0, allumé ou éteint. C'est tout. Et c'est précisément de cette simplicité ridicule qu'est né l'ensemble du monde numérique. Chaque mot que tu as jamais tapé, chaque image que tu as jamais vue, chaque pensée qu'une machine a jamais semblé avoir, tout cela, des milliards et des milliards de ces minuscules décisions par seconde. Mais maintenant je te pose une question. Comment un morceau de silicium sait-il ce qu'il doit faire? Comment décide-t-il? Qu'est-ce qui se déplace là-dedans quand il pense? Y a-t-il un fantôme dans cette machine? Ou la pensée elle-même n'est-elle que la danse de certaines particules dans un cristal? Ce n'est pas une question d'informatique, c'est de la physique. Et quand on la voit ainsi, quand on regarde vraiment profondément dans le silicium, on trouve quelque chose qu'on n'attendait pas. Des forces invisibles, des transitions interdites, et un phénomène qui viole ouvertement les lois de la physique classique. On trouve quelque chose qu'on ne peut appeler que le fantôme dans la machine. Commençons par le cœur du sujet. Le silicium est un semi-conducteur, ce qui signifie qu'il n'est ni un bon conducteur, ni un bon isolant. Il se situe exactement au milieu, et c'est précisément cette ambivalence qui le rend utile, parce qu'on peut le façonner, le modifier, lui dire comment se comporter. Quand on ajoute au silicium de minuscules quantités de phosphore, on introduit des électrons supplémentaires. Ces électrons n'ont pas de place fixe dans le réseau cristallin, ils flottent librement. Ils attendent de se déplacer. On appelle ça du silicium de type N, pour négatif, parce qu'il a des porteurs de charge négatifs libres. Quand on ajoute du bore à la place, le bore a un électron de moins que nécessaire. Il laisse un vide, une lacune dans le réseau. Et cette lacune se comporte comme une particule. Elle se déplace. Elle attire les électrons. Elle a effectivement une charge positive. On appelle ça du silicium de type P, et ces lacunes, on les appelle des trous. Des trous qui se déplacent comme des particules. Si ce n'est pas déjà assez étrange, attends la suite. Quand on place un morceau de silicium de type N directement contre un morceau de silicium de type P, il se passe quelque chose de remarquable à l'interface. Les électrons libres du côté N diffusent vers le côté P. Les trous du côté P diffusent vers le côté N. Il se trouve, les électrons tombent dans les trous. Les trous se remplissent d'électrons. Ce n'est pas un combat, c'est une union, une annihilation. À l'interface se forme une zone où tous les porteurs de charge libre ont disparu. Aucun électron, aucun trou. Une zone vide, appauvrie en charge. On l'appelle la zone de déplétion. Mais cette union n'est pas complètement neutre. Du côté N, les électrons partis laissent derrière eux des noyaux atomiques chargés positivement. Du côté P, les trous partis laissent derrière eux des noyaux atomiques chargés négativement. Cela crée un champ électrique intégré, un mur invisible qui empêche d'autres porteurs de charge de traverser.
En appliquant une tension dans le sens direct, on affaiblit le champ intégré. Le mur s'abaisse, les électrons peuvent traverser, le courant circule. En appliquant une tension dans le sens inverse, on renforce le champ intégré. Le mur monte. Aucun courant ne circule. 1 et 0. Allumé et éteint. C'est la jonction PN. C'est la base de chaque transistor, chaque diode, chaque circuit intégré jamais construit. Mais voici le fantôme. Voici l'inexplicable classiquement. Parce qu'en mécanique quantique, les particules ne s'arrêtent pas simplement quand elles rencontrent une barrière. Elles traversent un tunnel. En physique classique, une barrière est une barrière. Si une balle n'a pas assez d'énergie pour passer par-dessus un mur, elle ne passe pas, elle rebondit. Mais les électrons ne sont pas des balles. Les électrons sont des objets quantiques. Ils n'ont pas de frontières nettes, ils n'ont pas de position définie. Ils existent comme une fonction d'onde, un nuage de probabilité qui s'étend dans l'espace. Et cette fonction d'onde ne disparaît pas immédiatement à une barrière. Elle décroît, mais elle pénètre dans la barrière. Elle s'infiltre à l'intérieur. Et si la barrière est suffisamment mince, la fonction d'onde atteint l'autre côté. Cela signifie qu'il existe une probabilité de trouver l'électron de l'autre côté, même s'il n'aurait classiquement pas assez d'énergie pour y parvenir. C'est l'effet tunnel quantique. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Ça se passe maintenant, en ce moment, dans chaque transistor de ton smartphone. Dans les puces modernes, les transistors sont si petits, quelques nanomètres, que l'effet tunnel ne peut plus être ignoré. Des électrons traversent en tunnel des grilles qu'ils ne devraient pas franchir. Ils apparaissent du mauvais côté du mur. Ils ne suivent pas les règles classiques. N'est-ce pas exactement ce qu'on attendrait d'un fantôme? Il apparaît là où il ne devrait pas être. Il passe à travers les murs. Il ne suit pas les règles de la matière ordinaire. L'électron est le fantôme dans la machine, et la machine fonctionne parce qu'il est là. Et maintenant ça devient vraiment étrange. Parce que ces minuscules transitions invisibles, ce flux et ce non-flux d'électrons dans un cristal de silicium, ce n'est pas seulement le fonctionnement interne d'une puce, c'est le substrat sur lequel tourne Internet. C'est le fondement sur lequel le langage est traité, les images sont créées